Mesdames, Messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus dans votre 19-20. Au lendemain de la fusillade, le lycée de Grasse est resté ouvert aujourd'hui. Le tireur, lui, a commencé à parler aux enquêteurs. Il se dit victime de harcèlement. A-t-il agi seul? Un ami a été interpellé. À la une, en région Centre-Val de Loire, 2 élevages d'oiseaux en Loire-et-Cher vont être abattus à Gilles-en-Sologne et à Mur-de-Sologne. Une campagne préventive alors que certains animaux sont porteurs sains du virus de la grippe aviaire. Un paradoxe, les éleveurs de lait commencent à toucher une prime pour moins produire. Objectif de l'Europe, faire remonter le cours du lait, alors que les éleveurs ont été touchés par une crise des prix sans précédent. Et puis notre dossier ce soir sur les bornes de la liberté, des bornes installées le long de la route de la Libération pendant la Seconde Guerre mondiale, de Sainte-Mère-l'Église à Bastogne en Belgique. Des élus souhaitent faire revivre ce patrimoine. 2 élevages d'oiseaux en Loire-et-Cher vont donc être abattus. 2 élevages de canards notamment, situés à Gilles-en-Sologne et à Mur-de-Sologne. Ils étaient sous surveillance depuis quelques jours. Le virus de la grippe aviaire a été détecté chez des animaux pourtant sains. Mais par principe de précaution, il sera procédé à l'abattage de 2000 gibiers. Les explications, Aurélie Darblade, Grégoire Grichois. Des panneaux d'interdiction et des cadenas entourent les élevages. Ici, des traces d'influenza aviaire ont été détectées. À Mur-de-Sologne, comme à Gilles-en-Sologne, personne ne souhaite s'exprimer. Les éleveurs sont fatigués et en colère de devoir faire abattre par principe de précaution 2000 faisans et canards, tous sains. Il y a des conséquences psychologiques et humaines qui sont très douloureuses. Et cette personne qui a un élevage qui a été quand même reconnu par les services vétérinaires comme parfaitement bien tenu, toutes les précautions avaient été prises. Mais comment ce virus est arrivé? Est-ce que c'est un camion d'alimentation? On ne sait pas. En tout cas, la personne est vraiment très touchée. À Gilles-en-Sologne, le principe de précaution s'étend même aux particuliers. Des affiches le rappellent un peu partout dans le village et 11 réservistes de la gendarmerie patrouillent pour vérifier le bon confinement des volailles. Des mesures impressionnantes, mais les services vétérinaires évoquent un territoire à risque. La Sologne est à la fois un lieu de passage des oiseaux migrateurs et une zone humide, mais à ce jour, il n'y a pas de réel risque. La situation en Sologne n'est absolument pas la même qu'en Sud-Ouest. Il n'y a aucun foyer d'influenza aviaire hautement pathogène en Sologne. Absolument pas. Aujourd'hui, il n'y a pas de signe clinique. Simplement, cet abattage, c'est vraiment à titre préventif. L'État doit indemniser les 2 élevages concernés, mais le principe de précaution coûte cher aux éleveurs. Leur activité est pour l'instant à l'arrêt. Ils traversent une crise des prix sans précédent. Les éleveurs laitiers sont désormais invités à moins produire pour soutenir les prix du lait sur le marché européen. Ils ont commencé à toucher une prime. Un paradoxe, ils sont rémunérés pour baisser leur production. Près de Gien, dans le Loiret, le reportage d'Alain Eudes et d'Isabelle Racine. Dans plus de 11 000 exploitations laitières françaises, les vaches sont allées moins souvent à la traite lors des derniers mois. C'est le résultat d'un dispositif européen de réduction de la production de lait pour tenter de réguler un marché en crise. Près de Gien, cette ferme a enregistré une baisse de production d'environ 7%. On s'est dit si on continue de produire, c'est produire plus pour être payé moins. À un moment donné, ce n'est pas satisfaisant. Donc là, il y avait une mesure qui permettait de freiner la surproduction. C'est comme pour un salarié, une période de chômage technique ou n'importe, on ne voit pas ça de gaieté de cœur. On sait que ce n'est pas satisfaisant, mais à un moment donné, il faut trouver des portes de sortie. En contrepartie d'une baisse de 13 000 litres au dernier trimestre 2016, l'éleveur a touché une aide européenne de 14 centimes par litre non produit, plus une prime française complémentaire. Au plan national, ce sont 146 000 tonnes de lait qui n'ont pas été collectées. Grâce à ce dispositif, la Fédération nationale des producteurs laitiers a constaté une remontée des cours du lait, mais les négociations actuelles avec l'industrie et la grande distribution modèrent l'enthousiasme. À travers les discussions commerciales qui ont eu lieu, les échos ne sont pas favorables. On espérait pouvoir sortir et ne pas affronter une 3e année de crise. La situation est critique, on l'a déjà dit et redit. En termes de rémunération mensuelle, un producteur de lait qui travaille plus de 60-70 heures par semaine touche 200 ou 300 euros par mois. Le système, il n'est pas durable. Et la région Centre-Val de Loire est tout particulièrement impactée par cette situation. On y compte un peu plus de 900 exploitations laitières, un nombre en baisse accélérée depuis 2015. Et en parlant agriculture, sachez que le financement participatif a lui aussi invité le monde agricole. Direction Loury, à proximité d'Orléans,
où l'épargne solidaire a permis à un couple de reprendre une exploitation qui allait être démembrée pour la chasse. Une exploitation qui a reçu aujourd'hui la visite de Martine Pinville, la secrétaire d'État au commerce et à l'économie solidaire, qui souhaite justement développer le financement citoyen. Mélanie Trachler avec Pierre-Dominique Lepay. En France, 150 fermes disparaissent chaque semaine. Pour Julien et Anne-Lise, sauver cette exploitation à Laurie, ils ont rêvé depuis 2009. Grâce à l'économie solidaire, c'est possible. Le principe de cette épargne solidaire au sein de Terre de Liens, si vous voulez, c'est que Terre de Liens va acquérir ces terres donc par l'épargne de gens comme vous et moi et va le proposer à la location à des jeunes, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, mais qui veulent s'installer en agriculture biologique. L'association soutient ce couple parce qu'il privilégie les circuits courts et les variétés locales. Avec ses épargnants, elle parie sur une plus-value sociale et environnementale. Quand un citoyen veut participer à l'acquisition d'une ferme, il va prendre quelques actions de la foncière. C'est 103,5 € aujourd'hui une action. Il peut en prendre plusieurs. S'il est imposé, il peut avoir des réductions fiscales parce qu'on est reconnu entreprise solidaire. Et avec ces actions, il va les conserver. Nous, on lui demande de les conserver le plus longtemps possible parce qu'on a vraiment une action sur le long terme. Mais il n'aura pas de dividendes tous les ans. Sur ces 15 hectares, il y a à peu près 12 hectares de vergers réellement plantés. Des actions mises en avant par la secrétaire d'État à l'économie sociale et solidaire. Alors l'État soutient en favorisant, en mettant en place par exemple le livret de développement solidaire qui va effectivement, par rapport, il y a 25 millions de personnes qui ont 25 millions de livrets en France et donc va permettre cet accès au financement par l'intermédiaire de ces livrets, au financement solidaire. Ce livret sera mis en place avant la fin du quinquennat. Dans le reste de l'actualité à Dreux, une grève au sein de la cuisine centrale ce matin. Les employés dénoncent une situation très tendue dans cet établissement géré par Sodexo. Sur place, Laura Wojcik avec Didier Lepape. Un piquet de grève planté dans la grisaille, juste devant l'entrée de la cantine centrale Sodexo de Dreux. Ce que dénonce cette trentaine de grévistes, la mise à pied du délégué du personnel CGT, Abdelkrim Benalilem. Il est suspendu pour des violences physiques présumées à l'encontre d'une collègue. Mais ce syndicaliste nie en bloc et il accuse la direction de tenter de se débarrasser de lui par tous les moyens. Physiquement et moralement, c'est très lourd au quotidien et de subir la pression de la direction, les convocations arbitraires, sommaires à tout moment de la journée, d'être suivi, fliqué, même jusqu'aux toilettes. Ces grévistes rejettent aussi des conditions de travail délétères. Moi je suis CDI intermittent, je suis au SMIC et donc toutes les salles où on travaille sont réfrigérées. Et donc on ouvre des produits surgelés et c'est pas évident. Donc ça fait déjà plus de 2 ans qu'on a demandé la prime de froid et à ce jour on n'a jamais rien obtenu. L'entreprise Sodexo n'a pas commenté ces revendications, mais dit prendre les violences présumées contre une salariée très au sérieux. Abdelkrim Benalilem, lui, saura lundi s'il est licencié. La grève pourrait alors reprendre mardi et perturber la distribution des repas des cantines de Dreux. La sécurité des établissements scolaires en question après la fusillade hier dans un lycée de Grasse. Où en est-on en Centre-Val de Loire? Qui en a la charge? On va y voir un peu plus clair avec vous, Bérénice Dufay. Bonsoir. Bonsoir. De qui dépend la sécurisation de ces établissements? Eh bien, j'ai envie de vous dire, ça dépend, Florent. Pour les lycées, c'est la région centre. Pour les collèges, c'est le département. Et pour les écoles primaires et maternelles, c'est la mairie. Alors, un exemple à Orléans. Certaines écoles sont désormais équipées de visiophones. D'autres ont vu leur portail ou leur clôture rehaussée. Et dans les prochains mois, toutes les écoles orléanaises seront dotées d'une alerte intrusion. C'est-à-dire, c'est une espèce de bouton pressoir différente de l'alerte incendie. La sécurité, c'est un budget colossal pour les différentes collectivités qui gèrent le dossier. Le budget de la sécurisation des établissements scolaires, c'est effectivement beaucoup d'argent. Le département du Loiret, par exemple, va provisionner pour 2018 1,5 million, c'est beaucoup. Et pour la région centre, c'est encore beaucoup plus, 5,5 millions d'euros investis pour cette année et évidemment pour les prochaines années. Alors, à quoi est destiné tout cet argent? On vous l'a dit, à installer de nouveaux portails, bien sûr, des tourniquets, de la vidéo, des verrous magnétiques et même des glaces sans teint. Une dernière question, en matière de sécurisation, est-ce que le rectorat a son mot à dire? Ben oui, parce que la lutte contre le terrorisme, c'est une priorité absolue du gouvernement et le rectorat se doit de faire appliquer les consignes sur le terrain.
Et parmi les consignes, cette année, il y a celle-là. Chaque année, tous les établissements scolaires doivent organiser 3 exercices de sécurité, dont un exercice attentat, intrusion. Enfin, pour terminer, Florent, tous ces dispositifs qui existent sont en lien évidemment de façon permanente et avec les forces de l'ordre et avec la préfecture. Bérénice, merci beaucoup pour votre éclairage. En bref, un couple agressé cette nuit à Saint-Florent-sur-Cher. Le mari, venu défendre sa femme, a été passé à tabac. Selon les premiers éléments, l'appât de l'argent justifierait cette agression. Et puis cette disparition à Bourges d'un enfant de 2 ans, disparu depuis 9h ce matin. Une équipe cynophile a été mobilisée pour tenter de le retrouver. On en vient à l'actualité politique. Il ne sera pas candidat à la présidentielle. Faute de parrainage suffisant, Jean-Pierre Gorge jette l'éponge. Le député maire de Chartres n'a recueilli que 57 signatures sur les 500 nécessaires. Il avoue des erreurs dans sa stratégie, celle notamment d'être parti trop tard à la pêche au parrainage. J'ai pas trouvé la voie. Vous savez, moi, je suis un joueur d'échecs. J'ai pas trouvé le bon plan. Mais vous savez, j'ai créé ce micro-parti, La France, c'est vous. Et je pense on entendra parler de ce micro-parti au moment des municipales, partout en France, puisque ce sont les grands électeurs qui doivent décider de la participation à la présidentielle. Eh bien, dès 2020, je vais aller voir ce qui se passe dans toutes les communes de France pour essayer de leur dresser un message un peu différent de ce message parisien qui n'amène à rien. Et puis en parlant politique, sachez que François Hollande revient une nouvelle fois en région Centre-Val de Loire. Il sera à Chambord dimanche après-midi pour inaugurer les Jardins La Française, des jardins qui seront ouverts au public dès lundi prochain. On en vient à cette distinction pour la ville de Tours. Elle vient d'être désignée ville les plus vertes de France par l'Observatoire des villes. Ce qui entre en compte dans ce classement, eh bien, c'est l'étendue du patrimoine vert accessible au public. Denis Gannet avec Patrick Ferret. Si les couleurs de Mars sont encore un peu grises, en revanche, Tours vient de prendre un carton vert et obtient la première place des villes qui ont le plus grand patrimoine d'espaces verts. Pour la municipalité, c'est un plus. C'est un atout d'abord pour la qualité de vie des Tourangeaux et puis bien sûr les touristes qui viennent nombreux visiter notre ville ou qui visitent le Val-de-Loire. Donc ça ajoute au charme de la ville. Tours dispose donc de plus de 100 mètres carrés d'espace vert par habitant. C'est un record. Et pour ceux qui en ont la charge, c'est une satisfaction. C'est une belle récompense, effectivement. Après, Tours a toujours été le jardin de la France, hein, c'est quand même le surnom de notre région. Les espaces verts font partie de notre culture sur la Touraine. Pour le promeneur ou le jogger, on sait bien que ce patrimoine est un atout pour la qualité de vie. Moi qui réside en ville, oui. Il y a pas mal de parcs, il faut juste se balader un peu. C'est vrai que 2 ou 3 parcs de plus ferait pas de mal, dans l'est de la ville par exemple. Pas faux. Et pour les Verts de Tours, la ville n'est pas première partout. Il faut continuer, on a un patrimoine exceptionnel avec effectivement des parcs qui sont à disposition du public et ça c'est super, mais il faut continuer à les développer, il faut continuer à en créer et c'est la demande de la population d'ailleurs, c'est aussi révélé dans l'enquête puisqu'il y a 60% des personnes interrogées qui souhaitent qu'il y ait plus de parcs malgré les difficultés financières des mairies. Allez, encore quelques jours à attendre et Tours retrouvera son vert naturel. Les sports en bref avec ce calendrier. D'abord en foot, 30e journée de Ligue 2. Orléans reçoit ce soir le Gazélec d'Ajaccio et Tours se rend à Valenciennes. Et puis en basket Pro A, la 23e journée est avancée à ce soir avec un déplacement périlleux pour Orléans qui se rend dans la métropole de Lyon pour affronter l'Asvel. La 11e édition du festival Retour vers le futur se tient jusqu'à dimanche au cinéma l'Apollo à Châteauroux. Comme chaque année, c'est l'occasion de faire la part belle au cinéma, mais aussi aux archives gérées par Cyclic à Issoudun. Nous sommes rendus à une séance rencontre, celle consacrée à André Pierdel, célèbre accessoriste qui travaillait notamment avec le cinéaste Tati. Catherine Lacroix, Jean-Philippe Pazzini. De mon temps, tout était possible, et ce n'est qu'une question de temps et d'argent. André Pierdel, accessoiriste, en train de lire le récit de sa propre vie. Bruno Bouchard, collectionneur et cinéphile, fait revivre cet homme de génie qui, de 1947 à 1983, travailla sur plus de 175 films, dont ceux de Jacques Tati. Face à un public jeune, comment faire revivre cette époque où les trucages étaient artisanaux et tenaient parfois de la magie ? En leur montrant le travail d'artisan d'André et le résultat à l'image, une recette qui a captivé
le jeune auditoire. Ça a évolué la technique, le fond vert, mais il y a toujours cette magie de l'objet et de l'accessoiriste, d'avoir ce qu'il y a sur ces deux tables rares qui sortent des cartons et qui datent ces 45 ans de cinéma d'André Piernel, ce génie et son travail d'artisan. On est ici au cœur de ce qui fait l'originalité du festival, donner aux images leur place dans la mémoire des hommes. Et si cette année, la musique avait sa place d'honneur dans la programmation, la fin du festival comblera les cinéphiles. Ce week-end, on va plutôt renouer avec la cinéphilie, avec le cinéma classique, avec la venue de Serge Toubiana, qui a donc été directeur des Cahiers du cinéma, de la Cinémathèque française, et qui va nous présenter son dernier livre qui s'appelle Les fantômes du souvenir. Et pour retrouver notre âme d'enfant, quelques instants avec nos jeunes spectateurs, happés par les célèbres images de Jacques Tati dans les vacances de Monsieur Hulot. Restez avec nous dans quelques instants. Notre dossier sur les bornes de la liberté. Ces bornes installées il y a 70 ans le long de la route empruntée par le général Patton et son armée pour libérer la France et l'Europe. Des élus souhaitent maintenant faire vivre à nouveau ce patrimoine. Et puis vos bons plans de sortie, comme chaque vendredi, avec au programme de la danse contemporaine, le spectacle d'une humoriste ou encore du théâtre avec notamment Catherine Jacob. Mais avant, un rendez-vous à ne pas rater. Demain, dans votre journal à 19h, magazine sur le bois. Entre le chauffage et les nouvelles constructions, la filière connaît actuellement un véritable renouveau. Mais en France, elle est totalement désorganisée. La faute notamment à la prépondérance des forêts privées. Et pourtant, la forêt française est l'une des plus importantes d'Europe. C'est donc à voir demain à 19h dans votre journal régional. Notre dossier à présent sur les bornes de la Voie de la Liberté. Il y a 70 ans, pour rendre hommage aux Alliés venus libérer la France sous le commandement du général Patton, des bornes étaient installées le long de la route qu'ils avaient empruntée de Sainte-Mère-l'Église à Bastogne, en Belgique. Et bien, 70 ans plus tard, 250 élus vont créer un comité chargé de faire vivre ce souvenir. Ils ont rendez-vous samedi à Auneau-Bleury-Saint-Symphorien en Eure-et-Loire, lieu d'implantation de la première borne, historiquement parlant. Dossier signé Théophile Mbaka. Figée dans une rue passante de Chartres, l'une des bornes de la Voie de la Liberté. Elle fait presque partie du décor urbain. La borne de la Voie de la Liberté. Ça n'évoque rien pour vous? Non. Et je vous dis, c'est juste derrière vous. Ah, ça? Oui. Mais c'est nouveau? Non? 70 ans. Ah bon? Il y en a sur toute la Nationale 10, tous les kilomètres, je crois. C'est un marqueur de l'avancée de la colonne. Alors, je ne sais plus de quel libérateur. C'est Patton, peut-être? Voilà. Ils étaient venus par une nuit de juin. Ils avaient fait le serment de tracer la voie de la liberté. La voie de la liberté marquera dorénavant le chemin que suivirent les armées de la libération. L'ombre du général Patton a guidé son tracé. Nous devons le modèle original de la borne au sculpteur François Cognier. Elle est de ciment rose, mesure 1,20 m et pèse 435 kg. La flamme, symbole de la liberté, sort des flots. L'océan Atlantique traversé par les Alliés pour libérer la France de l'oppression nazie. 1145 bornes, 1145 km de Sainte-Mère-Église en Normandie, à Bastogne en Belgique, Frisange au Luxembourg, en passant par le centre, la Champagne et la Lorraine. À Saint-Symphorien, en Eure-et-Loire, M. Robert Buron, ministre des Travaux publics, a inauguré, en compagnie notamment de son Excellence le général Gavin, ambassadeur des États-Unis, le buste élevé à la mémoire du général Patton. Patton, le nom d'un char sans doute, mais aussi celui du héros de la percée d'Avranches, un nom qu'en France on ne peut oublier. C'était ça l'idée, c'était d'avoir pour des siècles, cette expression de Guy de Lavasselet, une commémoration, un axe de commémoration qui permette le souvenir. Et là, donc l'idée, c'est recréer une reprise à travers un comité, le renouveau d'un comité qui s'appellera Comité de la Voie de la Liberté. Et puis donc maintenant, nous arrivons à l'aboutissement pour la recréation de ce comité. C'est ça ce qui va se passer samedi. Accusées de provoquer des accidents, les bornes d'origine sont de plus en plus remplacées par des substituts en résine. Pour le symbole, ça sonne creux. Quant à celles qui ne sont pas en vente sur Internet, elles sont à l'abandon, dans un coma dépassé.
l'ensemble des éléments. Elle ne représente plus ce qu'elle est censée représenter au titre de la symbolique. On ne voit plus les couleurs, on ne voit plus la flamme. La codification a été oubliée. Donc finalement, la mémoire est gommée totalement. Voilà. L'idée, c'est la réhabiliter dans son état, lui redonner donc une texture et une codification qui parle aux gens. Une nouvelle course d'obstacles, un nouveau chemin de croix pour sauver de l'oubli les dernières bornes de la voie de la liberté. Est un sanctuaire. Allez, on passe à l'agenda. Vos bons plans de sortie, c'est tout de suite avec Bérénice Dufay. Dans quelques instants, ce sera Catherine Jacob qui sera à ma place. Elle ne sera pas seule sur la scène du cadeau. Il y aura Dominique Pinon, Sarah Biasiani et Yvan Le Bolloc, tous rassemblés sur la scène, ici, pour interpréter l'un des vaudevilles les plus célèbres au monde, La file à la patte de Georges Feydeau, comédie en 3 actes, dont la première représentation a eu lieu à Paris en 1894. Elle est belle, elle est jeune, c'est une meneuse de revue à succès et c'est la maîtresse d'un séducteur désargenté qui veut rompre pour se marier le jour même avec une riche héritière. Et c'est lui, Fernand de Boisdanguin, campé par Yvan Le Bolloc, qui ne sait évidemment pas comment faire pour annoncer la nouvelle à sa belle. Que je suis heureuse de te revoir là. Elle, c'est Sarah Biasini, la fille de Romy Schneider, et ce n'est pas par hasard si le metteur en scène l'a choisie. C'était fini, nous deux. Oh, fini, hein. Oh, enfin, je te rais, hein. Dis-moi que je te rais. Mais tu me rates. D'abord, on tisse un lien d'amitié et de création avec Sarah, de longue date. Et puis j'ai eu envie de lui donner Lucette Gauthier parce que je l'ai tellement fait pleurer dans la nuisette de La lettre d'une inconnue que j'avais très envie de la voir rire dans la nuisette de Lucette Gauthier. C'est ce qu'elle fait d'ailleurs. Donnez le bras à ma fille et venez. Avec un fil à la patte, le rythme est soutenu. Les quiproquos s'enchaînent, les portes claquent, ça crie, ça rit et ça s'évanouit. Et dans le rôle de la belle-mère, une Catherine Jacob plus enflammée que jamais. Le plat de résistance après le dessert. Moi, ce qui m'a beaucoup amusé, c'est, alors que c'est écrit, hein, mais ça n'a jamais été exploité comme ça, qu'elle est hyper chaudasse sur le gendre. Et ça, c'est un truc fandard, quoi. Ça ramasse, quoi. Des personnages truculents, un tableau des mœurs criant de vérité en pleine période twist. On ne s'ennuie pas une seconde. Bravo les artistes. C'est un drôle d'enjeu. Sur le plateau, ils sont 10. 10 à danser sur du Jean-Sébastien Bach. C'est le nouveau défi chorégraphique de Mieko Campo et c'est à voir absolument. C'est l'histoire d'un corps qui bat, tiré de l'excellent roman Préparer les vivants, après le film Le Théâtre. La merde! Cette histoire de générosité, je ne vois pas en quoi le fait d'être généreux ou de faire des voyages vous autorise à penser qu'il aurait voulu faire don de ses organes. C'est trop facile. Et d'ailleurs, si je vous dis qu'il était égoïste, Simon. Je connais quelqu'un qui, toute sa vie, a mangé bio. Il disait, je fais attention à mon corps, je choisis ma nourriture. Eh bien, il est mort quand même. Humour grinçant et décapant. Après La Lionne de Belfort, Nathalie Boileau revient avec Elle donne tout, sauf la recette. Écrasé par un camion de livraison de chez Naturalia. Et on termine avec des clichés magnifiques signés du photographe orléanais David Templier. Terre de glace et paysages sauvages en Islande, bien plus qu'une aventure artistique, un témoignage sur une nature en grand danger. Bon week-end. Je vous rappelle les principaux titres de votre édition régionale. 2 élevages d'oiseaux du Loir-et-Cher vont être abattus à Gilles-en-Sologne et à Mur-de-Sologne. Une campagne préventive alors que certains animaux sont porteurs sains du virus de la grippe aviaire. Vraiment à titre préventif pour éviter que les animaux qui ont un statut virologique douteux aujourd'hui ne transmettent ce statut virologique douteux à leur descendance. Un paradoxe, les éleveurs de lait commencent à toucher une prime pour moins produire. Objectif de l'Europe, faire remonter les cours du lait, alors que les éleveurs ont été touchés par une crise des prix sans précédent. Accusation de violence physique à l'encontre d'une salariée, suspicion d'un coup monté de la direction à l'encontre d'un syndicaliste. L'ambiance était très tendue à la cuisine centrale de Dreux, gérée par Sodexo. Les salariés ont fait grève ce matin.
Voilà pour l'essentiel de l'information régionale. Tout de suite, votre journal national. Très bonne soirée sur France 3.